Je crois que la station elle coûtait 100 000 francs et le logiciel il coûtait 100 000 francs. Autant dire que c'est pas possible, c'était deux apparts à Paris à l'époque quand ça coûtait pas les prix qu'on a maintenant. T'as pris le rôle de producteur parce que c'est la vie qui t'a guidé vers ça. Ouais, et puis je me sentais meilleur là-dedans et moins bon aussi en réal. En fait, j'ai pas vraiment de limite. On me dit un truc, si je le sens, je pense que j'y vais en fait. Là, l'IA par exemple, si on regarde aujourd'hui, il y a 140 milliards de contenus générés par IA en génératif d'images. C'est plus que depuis l'invention de la photographie. Je pense que quand l'AGI va sortir, c'est l'intelligence générale ou la SI qui est la super intelligence. Je pense qu'un film sera fait en un claquement de doigts. Je suis pas sûr que Netflix va s'en sortir en fait dans cette histoire. Et là, le truc, moi je me dis, c'est que ça, ces images-là, en fait, l'IA pour l'instant, je suis pas sûr qu'elle va les imiter. Donc je me dis, si on arrive à trouver de la singularité, on va pouvoir développer ça. Et toucher un public en fait. Toucher un public, exactement. Et moi je pense que l'IA, si je l'utilise au niveau du studio, ce sera pour enlever les tâches techniques, pas les tâches artistiques. Tout ce qui est répétitif. Tout ce dont on n'a pas forcément besoin, qui nous prend du temps. À terme, et ce que je lâcherai jamais, et c'est ce qu'on a toujours mis en avant dans la boîte, c'est tout passer sur les talents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-François Bourrel, cofondateur de la société Chez Eddy, qui via Eddy Animation produit toutes sortes de contenus pour la télé, le petit écran et le grand écran. Dans cette conversation, Jean-François nous parle de son évolution dans l'industrie, de sa curiosité folle qui lui a fait toujours être à l'écoute du marché et d'être en constante adaptation face aux nouvelles technologies. Son parcours depuis une école de bande dessinée jusqu'à la réalisation de courts-métrages en 3D, en passant par la réalisation de publicités pour le marché américain, constitue un mode d'emploi qui, j'espère, vous sera utile. Sa stratégie face à l'émergence de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'animation va vous bluffer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente écoute. Jean-François, bienvenue sur The Anima Show. Bonjour Sabri et merci de m'inviter. C'est quoi la formule secrète pour évoluer dans un marché en pleine mutation ? Ah vache, t'attaques tout de suite par des questions malaises. Ok, très bien. La formule secrète. Si je regarde ma carrière, j'ai toujours essayé de m'adapter au marché. J'étais infographiste de base. Ah, d'accord. Voilà, j'ai fait une école, le Centre national de la bande dessinée à Angoulême. Je faisais archi avant, mais j'ai fait que 2 ans d'archi un an d'archi, pardon. Et après, je suis parti directement au centre avec une rencontre qui m'a permis d'y aller. Et j'ai pris les opportunités. Moi, ça a été toujours dans ma vie ça. C'était les opportunités qui se sont présentées. Finalement je les ai embrassés. Et voilà, donc je suis pris au CNBDI. Après j'arrive sur le marché du travail, je bosse chez Media Lab à l'époque. J'ai travaillé sur une série qui s'appelait Donkey Kong en tant que graphiste. Là j'ai rencontré plein de gens, notamment Patrick Chéreau qui avait fait un film qui s'appelait ADN qui avait gagné Imagina. J'ai rencontré plein de gens très qui m'ont vachement inspiré, Luc Frolischer et tout ça, quand j'étais graphiste. Après, j'ai fait du freelance un peu à droite à gauche. J'ai fait du freelance chez Trimaran, chez Exmac et tout. Tu t'es fait tes armes ou quoi, en fait? Ouais, fait mes armes. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, on bossait sur des silicon graphiques, donc des machines super chères avec des logiciels qui étaient super chers, avec Explore, tout ça. Et donc, on n'avait pas les moyens de faire. Il y avait des gars comme Patrick. Ça coûtait très cher, cet équipement. C'était hors de prix. Oui. Alors, si je fais en francs, ça coûtait, je crois, la station, elle coûtait 100 000 francs et le logiciel, il coûtait 100 000 francs. Autant dire que c'est pas possible. C'était deux apparts à Paris à l'époque quand ça coûtait pas les prix qu'on a maintenant. Et il y avait des graphistes qui bossaient la nuit dans les boîtes, c'était ouf, et ils utilisaient les machines parce que c'était à l'époque c'était vraiment des métiers où on venait tous de formations complètement différentes. C'était très ouvert. Il n'y avait pas vraiment d'école. Il n'y en avait qu'une qui était Supinfocom sur 3D Studio Max, il me semble. Et moi, j'ai pas pris le choix de bosser tard le soir pour faire mon film d'animation. C'est qu'à un moment donné, Nvidia est arrivé sur le marché, ils ont sorti les GeForce. À ce moment-là, il y avait tout un mouvement autour de Maya, c'était Explore qui se faisait racheter par diverses boîtes et ils ont construit Maya. Un phénomène de concentration. Ouais, voilà, exactement. Il y avait un rapprochement des logiciels, c'était Alias et Explore. Et c'est marrant de voir que Nvidia était déjà dans le game. Alors ceux qui ont révolutionné aujourd'hui, ils ont révolutionné et en plus, ils sont hyper centrales dans tout ce qui est en train de devenir. Tu vois, Nvidia, ils ont pris vraiment cet élan, ils ont pris les opportunités. Et donc, quand Nvidia est sorti, la GeForce, là, j'ai acheté un PC. Maya, je peux le dire, je l'avais craqué. Après, ils l'ont filé. Mais au départ, je l'avais craqué. Et on a commencé à bidouiller sur Maya. Et à ce moment-là, j'étais en coloc avec un pote et on a fait un court-métrage.
Oui, bien sûr, Paf le Moustique. Paf le Moustique. Bah oui, super. Ce qui t'a fait rentrer finalement dans le milieu de l'animation, parce que c'était déjà de la 3D, c'était quand même en avance sur le temps. Bah, en fait, on faisait de l'anime. Moi, je faisais de Explore, Maya dans le monde professionnel. Sauf que j'ai fait un truc qui est génial et qui était propre à la France et qui l'est encore, c'est que j'ai profité du statut d'intermittent où on bossait 507 heures par an. Tout à fait, pour valider l'année de chômage. Ouais. Et donc, après, c'était dégressif, c'était galère à la fin, on n'avait plus de thunes, mais on continuait. Ouais. Ce qui fait que moi, je bossais 507 heures par an. Et le reste du temps, on produisait des courts-métrages. Okay. Et voilà. Donc là aussi, ça a été un choix, mais une opportunité. On s'est dit, tiens, il y a ça, on peut faire, on va faire un court-métrage. Ce court-métrage m'a permis d'aller à la réalisation d'animation. Ouais. Oui, parce qu'il a une petite vie en fait, hein. Il avait été distingué. Oui, on a eu plein de trucs. Il y avait DreamWorks qui voulait en faire une série. Ouais. C'était pas mal, hein. C'était un moment un peu fou. Après, on pouvait partir aux États-Unis, mais moi j'ai préféré rester en France. Ouais. Notamment justement par rapport au fait que je pense que sans ce statut-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Okay. Et donc j'avais quand même une certaine, je sais pas, je me sentais très redevable de l'État. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, on gagnait des pubs avec Jérôme, mon co-réalisateur de l'époque, et on a monté notre studio d'animation, d'une part parce qu'on se faisait virer de notre appartement à Paris, et qu'on l'a monté un peu par accident, mais pour fabriquer nos propres projets. Ok. Voilà. Et donc on a commencé la boîte qui s'appelait Chez Eddy à l'époque. Donc on faisait des réals et on faisait la fabrication en interne. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas forcément très très bon metteur en scène ni réal. Je vais commencer à représenter d'autres talents, c'est que je me sentais meilleur là-dessus. Donc je suis passé un peu dans le rôle de producteur. Donc je suis passé de graphiste, réal à producteur, où là je me sentais un peu mieux en termes de positionnement. Ouais. Après j'ai tâtonné comme un malade dans la production parce que je faisais tout et pas très bien. Je faisais responsable du studio, je faisais des notes d'intention parce que je continuais la réalisation. Ouais. J'étais commercial, bref. Et il a fallu que j'apprenne. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est finalement à l'établi et voir comment ça fonctionne, comprendre, être dans des discussions, des projets qui avortent, d'autres qui se font. Exactement. Et ce que je note aussi, et c'est pour ça, cette faculté d'adaptation, c'est que, tu écoutes ton instinct, et puis 2, tu écoutes le marché. Tu es allé voir côté publicité, est-ce qu'ils avaient besoin d'infographie ou en tout cas d'animation, et vous avez exploré, et c'est comme ça qu'est né Eddy en fait. Ouais, exactement. Chez Eddy, parce qu'il y a eu chez Eddy, puis après Eddy. Oui. Mais parce qu'il y a eu une petite transformation entre temps, mais c'est ça, c'est qu'en fait, je sais pas ce qui m'a poussé exactement à ça. Je pense que c'est peut-être je suis comme ça. C'est-à-dire que une curiosité peut-être. Ouais, une curiosité. Après, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait une énorme confiance en soi. Et là, je l'ai un peu plus parce que je suis plus vieux. J'ai toujours été un peu en retrait par rapport à ça, et je pense que c'est ça qui m'a permis de changer aussi. Je me suis jamais pris pour le meilleur réalisateur. D'accord. Je me suis jamais pris pour le meilleur producteur. Ouais. J'ai simplement suivi une voie qui me disait qu'il fallait aller par là. Et donc voilà. Et quand tu dis t'as changé un petit peu de braquet, c'est que finalement tu t'es senti plus utile à aider des réalisateurs qui avaient des talents bruts, notamment dans l'animation, à les faire finalement rencontrer une création qui veut être une publicité, qui peut être un court-métrage, etc. Donc t'as pris le rôle de producteur parce que c'est la vie qui t'a guidé vers ça. Et puis je me sentais meilleur là-dedans et moins bon aussi en réal. J'étais pas très bon. En fait, je pense que le vrai réalisateur, c'était Jérôme, mon associé de l'époque. Et c'est lui c'était lui le vrai artiste du duo. Moi, j'étais bon en technique, je savais un peu coder des shaders, je faisais des petits trucs comme ça. Je savais faire des choses. Je dis pas que je savais rien faire, mais je sais que le niveau, il y a un niveau en fait. En plus, c'est ça dans mes professions, c'est que moi, je pense que j'avais atteint un espèce de plafond de verre où je sais que je pouvais pas aller au-dessus. Et donc j'étais là en termes de réal, en termes de graphisme. Et après, ce qui était cool, c'est que moi, à l'époque, les producteurs qui me représentaient, en fait, ils vendaient de l'animation comme on vend des machines à laver, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt dans l'anime, c'était du business. Ce que je peux comprendre, c'était un médium comme un autre. Oui, c'est la pub, c'est de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Moi, je ne vois pas trop comme ça. En fait, moi, je pars pas ma vie à la gagner. Donc, je suis pas dans cette attitude-là. Et donc, je me suis dit, en devenant producteur, déjà, je parle le même langage avec le réal. Ouais. Je parle, et si on parle avec les agences ou des clients, je sais de quoi je parle. Donc déjà, il y a un niveau
que je monte un peu, tu vois, je suis un peu à un autre niveau, quoi. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, tu maîtrises ce dont tu parles, en fait. Voilà, parce exactement. que tu es passé aussi par là, etc. Donc ça fait la différence dans un pitch, par exemple, face à des commanditaires. Bah, disons que c'est rassurant. Moi, je sais qu'il y a des gens qui étaient rassurés de bosser avec moi parce que je savais de quoi je parlais. Voilà. Et puis que voilà. Alors c'est long, hein, pour arriver à avoir la confiance des gens et tout. C'est vraiment se gagne. Et puis en plus, la France, c'est beaucoup plus compliqué comme marché que les États-Unis. Mais tu m'offres une super transition parce que, en fait, tu as toujours eu un pied aux États-Unis et un pied en France, si je comprends bien. Et en Angleterre. Ouais. Tu as eu tout de suite une vision internationale. Et d'ailleurs, l'animation, on l'offrait en quelque sorte, cette vision-là. Comment tu compares justement l'état d'esprit du marché américain vis-à-vis de l'animation, que ce soit l'animation de contenu pour les films et séries, ou la publicité, parce que c'était friand aussi. Toutes les grandes marques américaines étaient friandes à une époque de talent et tout. Hein, de talent, etc. Comparé à la France et peut-être aussi un système qui est un peu plus orienté vers la création originale, mais peut-être moins enclin. On est moins dans l'anime. L'anime en France, c'est considéré comme un médium enfant. Pas ado, même pas ado. Hein, il y a un biais, quoi, tu veux dire. Après, je vais rendre à César ce qui est à César. L'idée d'aller vers le marché international, elle est pas de moi, elle est de Nicolas, mon associé d'aujourd'hui. Nicolas de Rosenbaum. Exactement. Quand je l'ai rencontré, moi, j'ai rencontré un vrai producteur. C'était en 2011. Lui, il avait 5 ans de production chez Cube. Il avait une vraie vision de producteur et c'est lui qui m'a aussi appris à devenir producteur. Et lui, il avait une vision assez stratégique. Et là, par exemple, moi, je l'ai complètement épousé. Et je l'ai pris, je l'ai mis à ma sauce. Et puis à un moment donné, Nicolas, il est parti ailleurs. Moi, j'ai continué là-dedans et je pense que j'ai amplifié le mouvement. Mais voilà. Et donc lui, il avait cette vision. Et alors là, parce que là, on se rejoignait aussi à cet endroit-là, c'est que moi, je me suis toujours dit, on va faire des courts-métrages aussi. Et donc, je viens du court-métrage en faisant mon film Passe le Moustique. On a rencontré, par exemple, à l'époque, il y avait Léo Verrier qui voulait faire le court-métrage Drift. Moi, un peu, je savais pas le financement CNC et tout. J'ai mis des fonds propres dans ce film-là en me disant, bah allez, c'est parti. Je vais t'aider, quoi. Voilà, on va le faire. Il avait eu la bourse Lagardère qui nous avait un peu aidé quand même. Et Nicolas, je sais que quand il était venu, il avait aussi apprécié cette idée de développer le cours parce que comment on est arrivé au marché international, c'est ça en fait. Et c'est là où je trouve que la France, elle est ouf. C'est que en fait, le marché international, nous, on l'a capté grâce au fait qu'on a pu développer des courts-métrages et on a pu développer des talents français qui venaient des Gobelins, qui venaient de plein d'écoles différentes. On a profité, entre guillemets, de la capacité française à accompagner les artistes sur le financement des courts-métrages. Notamment le CNC et d'autres aides. Les régions, tout ça, Paris, Bourse Lagardère. Mais c'est incroyable ce qu'on a comme écosystème là-dessus. Il est dingue. C'était un projet qu'on a fait vraiment à fond perdu avec un réal. On l'a envoyé à ce moment-là à Michael Federbe, qui était le boss d'Ornet à New York. On lui envoie le film. Il est à ce moment-là à côté de sa rep parce qu'aux États-Unis ça fonctionne pas vraiment comme en France. Il y a des reps qui représentent les boîtes de production qui sont donc rep c'est représentative. En gros c'est des personnes qui sont un peu comme des agents en quelque sorte. C'est des agents de studio et de prod. Voilà, exactement. Et donc ils sont ensemble et ils voient le film. Ils font putain mais c'est magnifique quoi. Et c'était le film de Quentin Bayeux et là donc ils tombent des nues et ils disent ouais mais c'est génial. Il faut qu'on bosse ensemble. Exactement. Et là on a pu amener tous les talents qu'on développait. On les a amenés sur le marché américain. New York, Los Angeles, alors plutôt le marché américain au départ. Et après le marché américain, c'est boule de neige. Voilà. Une fois que tu es sur le marché américain, ça va très vite. Et on a fait la même chose avec le marché anglais, où on avait rencontré une autre boîte qui s'appelait à l'époque Field Trip et qui nous envoyait aussi des projets. Et avec lui, on a pu aussi, parce que on peut parler d'animation, mais moi, ma société, elle est très large. Je fais de l'animation, mais je fais du tournage, je fais du doc. Parce que si on parle de Eddy, en fait, Eddy, c'est Eddy Cinéma, c'est Eddy TV, c'est Eddy Animation. Eddy Animation, on a Eddy Studio, là, on vient de monter Eddy Story. Ça montre bien la pluralité de ton intérêt, en fait, pour le visuel, quoi. C'est l'audiovisuel, quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est que moi, je m'arrête pas. En fait, ce que je me suis jamais dit, je veux faire que de l'anime, en fait. Si, au départ. Mais encore une fois, ça revient à ta première question. Moi, j'ai rebondi sur les opportunités et le tournage. Pourquoi on fait du tournage? On a un réalisateur qui dit, il faisait plein de films d'anime avec nous. Il fait, je veux faire du tournage. Live action. Il veut essayer. On n'en a jamais fait. Et on fait, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est Nicolas qui avait fait tout ça. On part à Clermont. Ils ont maté tous les courts-métrages. Dès qu'il y a une photographie qui était cool, ils ont rencontré le chef opérateur. Le chef opérateur nous a tout appris sur le tournage. Et après, on a commencé à être assez bien positionné
en film parce qu'on avait le craft du cinéma, parce que c'était un chef opérateur cinéma, et il nous a tout appris, les essais caméra, les luttes, les optiques, tout ce qu'on fait pour bien tourner, pour avoir une belle image. En fait, c'est vraiment un cheminement qui est très organique. À chaque fois, au fil des rencontres et tout ça, tu te nourris et tu dis pourquoi pas. En fait, il y a le pourquoi pas qui guide vachement la création d'Eddie et son évolution. Et je sais que Nicolas, il avait bien aimé ça. Au départ, il est venu dans la boîte parce que j'ai pas vraiment de limite. Je sais pas comment dire. Moi, on me dit un truc, si je le sens, je pense que j'y vais, en fait. Tu disais tout à l'heure, tu as démarré la carrière en ayant assez peu de confiance en toi. Mais aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli, tu peux largement te dire que tu es confiant. Mais ça s'est fait par les épreuves, quoi. Oui, et puis tu vois, mise à l'épreuve. En fait, moi, par exemple, je suis pas sûr, là, avec ce qu'on est en train de vivre, là, que mon métier va rester... Oui, on vit. Je vais disparaître parce que là, il y a une révolution qui arrive qui est complètement folle. Alors, cette révolution, on parle clairement de l'IA, quoi. Qui est en train de tout transformer. C'est quoi ton point de vue sur ça? Deux trucs, c'est soit tu fermes les yeux, et ça, c'est pas du tout ma mentalité, soit tu l'accompagnes. Moi, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, vraiment. De manière assidue. Il se fait, et donc avec ça j'essaye de travailler à une stratégie de société, d'accord, et aussi une stratégie de qu'est-ce qu'on va devenir, parce que ça remet en question, en tout cas, l'établissement d'un studio tel qu'on le connaissait il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire, on répond à des demandes des streamers ou de la publicité, etc., avec l'artisanat de l'animation. Ça commence un petit peu à évoluer, parce que soit en pré-production, soit en post-production, on peut utiliser des outils actuellement qui vont aider à soit réduire les coûts de production, soit à accompagner les artistes pour itérer sur des choses. Enfin voilà, c'est tout à fait nouveau. Tout le monde essaye de l'embrasser plus ou moins bien et plus ou moins ouvertement. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est que vu comment tu as développé ta société, tu as toujours fait en sorte de bien écouter le marché et de t'outiller en fonction. Et donc là, tu es en train de le dire, clairement, moi je regarde de près les IA génératives parce que ça a du sens pour la création visuelle, quoi. Alors là, l'IA, par exemple, si on regarde aujourd'hui, il y a 140 milliards de contenus générés par IA en génératif d'images. C'est plus que depuis l'invention de la photographie. En image fixe, on parle. D'accord, Donc là, on parle d'un phénomène qui est... Mais c'est un basculement. Un tsunami, quoi. Oui, et puis on parle même pas que de l'animation. Je pense que ça va basculer sur... je suis pas sûr que le modèle capitalisme va se sortir vivant de ce truc-là. C'est que ça va redéfinir un peu tout. Je pense qu'aujourd'hui, là où on parle, on est comme on était en 95-96 quand il y avait ICQ. On envoyait des textos, des messages en ICQ, et on disait putain, c'est complètement ouf. Toi, t'es à Marseille et moi, je suis à Rennes, parce que je suis rennais. Et à cette époque-là, je pouvais te dire salut Sabri. Et tu le recevais à Marseille. C'était le prémisse de... texto. On en est à ça aujourd'hui dans l'IA. C'est-à-dire que là, ce qu'on croit complètement fou... Oui, c'est embryonnaire, c'est ça que tu veux dire. On est vraiment au début. C'est balbutiement, quoi. Il faut se dire qu'à cette époque-là, moi, quand je commençais à ICQ, je pouvais pas imaginer qu'il y avait Netflix, il y aurait Amazon, qu'il y aurait un iPhone. Et vraiment, je suis profondément persuadé qu'on est au stade d'ICQ aujourd'hui en IA. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça va faire, nous, au niveau de notre industrie? Déjà, ça va bouleverser la société, mais bon, ça, c'est du politique. Ils s'en intéressent pas trop. C'est dommage. Ils sont plutôt à une vision à 5 ans. Moi, comment je développe ma boîte, je suis à une vision là aujourd'hui avec l'IA, je pense plutôt à 2 ans, et puis à 5 ans, peut-être à 10. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui plutôt à 2-3 ans. Et alors, livre-nous ta prospective. Comment est-ce que... En fait, comme je te dis, 150 milliards de contenus images fixes générés en IA, ce qui est fou, ça va multiplier. Dès qu'il va y avoir les films, il va y avoir une multiplication des contenus. Avant Spotify, il y avait 300 000 titres par an qui sortaient dans les maisons de disques. Après, quand Spotify est sorti, on va le prendre aujourd'hui, il y a 300 000 titres par jour. Donc, tu vois un peu le volume, c'est-à-dire fois 365. C'est un raz-de-marée de contenu. C'est un raz-de-marée. Donc, en musique, c'est un raz-de-marée. Comment tu fais pour émerger? En fait, il faut se poser la question de comment nous, on va pouvoir émerger par rapport à un raz-de-marée de contenus qui vont sortir. Donc, en fait, toute la problématique, elle est à ce niveau-là. C'est une très bonne... Moi, ce que je me dis, c'est que on a toujours eu une vision de développer les talents. Donc, bien évidemment, l'IA, elle fait du Miyazaki aujourd'hui, elle fait tout ça. Mais je pense que le public va être complètement submergé de ça. Donc, ça va être super cool pendant un moment.
tout le monde va embrasser le truc, mais il y aura une certaine lassitude. Donc c'est savoir combien de temps je vais pouvoir durer et combien de temps la lassitude elle va disparaître, elle va vouloir passer à autre chose, et combien de temps moi il faut que je trouve des solutions pour vivre pendant cette période-là. Ok, intéressant. Donc qu'est-ce que je vais faire? À terme, et ce que je lâcherai jamais, et c'est ce qu'on a toujours mis en avant dans la boîte, c'est tout passer sur les talents. Ensuite, les talents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, tu vois, il y a Nicolas, il est en train de développer plusieurs longs métrages. Là, on a le long métrage de Louis Clichy qui est en fabrication. Ouais, tout à fait. Le corset, voilà. On est en train de faire un truc... ça va être fabuleux, ça. Il va être super. C'est une relation entre un garçon et son papa. Ouais, exactement. Puis, il va y avoir un petit truc à Annecy. On est encore loin dans le film, mais il va y avoir un petit talk sur le corset. Ok, très bien. Voilà, ça va être petit très teaser, sympa. quoi. Ah, il faut le voir, il est super. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Et là, on développe 2 autres projets. C'est l'aéropostale en 2D, 3D, et on fait un film complètement en 2D, mais avec un look complètement singulier. Tu l'as vu nulle part sur un autre projet. Et là, le truc, moi, je me dis, c'est que ces images-là, en fait, l'IA, pour l'instant, elle les connaît pas. Je suis pas sûr qu'elle va les imiter. Ouais. Donc, je me dis, si on arrive à trouver de la singularité, on va pouvoir développer ça. Et toucher un public, en fait. Toucher un public, ouais, exactement. Ah ouais. Et par rapport à la masse de contenu, peut-être que nous, on va pouvoir toucher un public. Mais si je comprends bien, en fait, ta stratégie, finalement, à terme, c'est de se dire, je vais me rapprocher des artistes qui sont des créateurs, qu'ils utilisent l'IA ou pas, d'ailleurs, parce que leur patte, leur regard... sera singulier. Et c'est cette singularité que l'IA n'arrivera jamais à... Elle y rêvera peut-être, je peux pas te dire. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon, je vois pas d'autre choix. C'est ça que je me dis. Je pense que quand l'AGI va sortir, c'est l'intelligence générale ou l'ASI, qui est la super intelligence. Je pense qu'un film sera fait en un claquement de doigts. Donc ça veut dire que toi, tu pourras décider. Je suis pas sûr que Netflix va s'en sortir en fait dans cette histoire. Ou alors elle mettra à disposition une option de dire qu'est-ce que vous voulez voir. Oui. Puis tu balances ce que tu veux voir et hop, d'un coup, t'as le film qui se produit. Mais si ça se trouve, tu auras accès hyper facilement. C'est-à-dire comme l'open source aujourd'hui. Si tu vois GPT, tu prends Queen ou DeepSeek, t'as à peu près pas l'équivalent, mais t'as quelque chose qui est tien. Donc si ça se trouve, l'IA, moi je crois profondément à l'open source dans ce cas ça va sortir. Et si ça se trouve, on n'aura plus besoin de Netflix pour se mater un film, quoi. Ouais. Netflix, je suis pas sûr que ça va rester, personnellement. Allez, on tire les paris pour dans quelques années. Et donc comment nous on va s'en sortir là-dedans? J'ai ma petite idée, je peux pas encore trop la dire parce que c'est une stratégie, mais je pense qu'il faut déjà se baser là-dessus. Et c'est ça ce qui est super excitant, et c'est ça que j'adore mon métier pour ça, c'est que je me remets hyper en cause dans ce qu'on fait, quoi. À chaque fois. De trouver. Et par exemple, la boîte aujourd'hui, on faisait de l'animation de publicité, et puis on a fait du tournage. Après, on s'est mis dans les jeux vidéo. Après, on a fait du long métrage. Maintenant, on fait du doc. Là, je fais du print. Là, maintenant, je me mets beaucoup dans l'IA. Je commence à travailler sur du génératif, plus dans ce qui va être un peu effet visuel ou des choses comme ça. D'accord. Mais voilà, tu t'adaptes à chaque truc, on a de la chance, quoi. On peut, Côté animation et publicité, là récemment vous avez fait un super truc avec Oasis. Ah oui, excellent. C'est finalement c'est un partenariat entre Oasis et One Piece. Oui, exactement. Et donc ça met en scène tous les fruits dans un style manga One Piece et tout. Non mais c'est vachement bien, ça tourne en ce moment et tout. Oui, c'est un gros succès. Ouais, gros succès. Et puis c'est bien fait. Bravo au réalisateur. Et c'est Clément Soulmagnon. Et puis après on a eu une équipe d'animes de malades. Là, puis ils se sont éclatés, les animateurs. Voilà. Et dans ce cas précis, est-ce qu'il y a eu l'utilisation de l'IA à un moment donné? Non, zéro. Non. Aujourd'hui, en Fab, honnêtement, on ne l'utilise pas. Moi, je ne l'utilise pas. Déjà, avant de l'utiliser, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie discussion avec les artistes pour leur expliquer la stratégie.
parce que moi je pense que l'IA, si je l'utilise au niveau du studio, ce sera pour enlever les tâches techniques, pas les tâches artistiques. Tout ce qui est répétitif. Tout ce dont on n'a pas forcément besoin, qui nous prend du temps. Je pense que ça va être le premier truc, donc ça va pas trop toucher les artistes. C'est plus sur le pipeline, quoi. Réussir en gros, là, l'IA va nous servir au pipeline. Et là, derrière, je pense qu'ensuite, quand la stratégie elle sera vraiment affinée, qu'on sera tous d'accord sur là où on va, je pense que j'expliquerai la strat aux artistes et à eux de voir ce qu'ils ont à me dire par rapport à ça. Tout à fait. Parce que c'est important, c'est eux c'est avec eux qu'on fait notre chemin, quoi. Et donc, on est obligé d'y aller. Mais par contre, ce que je pense proposer, je trouve que c'est plutôt excitant et intéressant. Voilà. Ouais, ça éveille ma curiosité à un point. Je vais pas poser la question parce que je veux pas te mettre en porte-à-faux sur la suite. Non, mais c'est bien, on va suivre de près quand ça sortira. Non, mais par exemple, je peux dire certaines choses. De toute façon, si ça peut aider certaines personnes non plus. Tu vois, nous, des fois, là, on est sur des projets où le financement en long métrage, il est plus compliqué. Ouais. Donc, si on se dit, on va utiliser l'IA, donc ça veut dire que, par exemple, on peut demander à un artiste qui nous fait 4 backgrounds de dire, ça te dérange pas si on utilise l'IA pour étendre le background, des choses comme ça. Mais ensuite, à la fin du projet, moi, je pense que comme on va entraîner une IA sur le travail de l'artiste, en fait, l'artiste sera propriétaire de cette IA, entre guillemets, s'il veut qu'on la détruise, on la détruira. C'est-à-dire... le droit d'auteur continuera à exister, en tout cas dans ton système. Exactement. Et il aura le droit de vue de mort sur l'IA pour laquelle on va apprendre. Et je pense que ça, même, tu vois, le dire à tout le monde, parce que ça, c'est important. Ouais. Je pense que ça peut, rassurer les artistes, et 2, je pense essayer d'appliquer une stratégie, je pense, nous, en tant que producteurs, ou en tant que studio d'animation, sur le long terme, sur les 2 ans. Là. Parce que je pense que dans 2 ans, on aura une autre discussion. Ouais. Voilà. Tu penses vraiment que dans 2 ans, il va y avoir encore un... je pense que quand t'as l'AGI qui va sortir, je pense qu'il va y avoir le basculement. La donne, ouais. Voilà. Il y aura un basculement. Et on sait même pas aujourd'hui si de l'AGI, elle peut devenir en super intelligence en quelques minutes, puisque c'est exponentiel. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand t'auras une IA qui a une QI de 12 000, je sais pas ce qu'on va faire nous en face. Et là, dans tout ça, là, on parle des procédés de fabrication, finalement, en quelque sorte. Mais selon toi, quels vont être les formats qui risquent d'exploser, en fait, dans les années à venir ? C'est un peu malheureux. Je vais pas te dire que je suis ravi de ça, mais je pense que ça va être vachement les petits formats, les formats courts. Le cinéma, je pense qu'il restera dans cette forme. Parce que c'est un rendez-vous événement, quoi. Voilà, c'est un rendez-vous. Et on le voit, d'ailleurs, franchement, les 3 dernières années, les salles sont pleines sur l'animation et tout, c'est quand même assez exactement, il y a eu quelques échecs, mais n'empêche que moi, je pense que la salle restera un peu. Ouais. Il y a un côté social, etc. Et l'humain, en plus, je pense que... a besoin de ça, de rêve, de venir à la rencontre d'une œuvre et tout ça, avec des copains et des amis, de la famille. Je pense que c'est hyper important. Moi, je pense aussi. On va pas pouvoir se gaver d'IA en permanence, donc on va aller voir d'autres choses. Donc, de ce format-là. Après, nous, le format sur lequel on vit aujourd'hui et qui nous fait vivre, qui est la publicité et tout, je pense que ce sera plus tellement des formats de 30 secondes comme on fait. Ça va être une multiplicité de formats. C'est-à-dire, tu auras un 10 secondes, un 15 secondes, un 5 secondes. Et en fait, le client voudra plus de formats pour le même prix. Ok, je vois. Je pense qu'on va se retrouver. Une stratégie de diffusion plurielle, en fait. Oui, parce que le souci aujourd'hui, il y a une aberration. Moi, là, je parle vraiment publicitaire. Tu fais un film de 30 secondes, on te dit de faire un cut down. Pour le passer sur TikTok ou sur Insta. Moi, je peux t'assurer que mes filles... pareil. Et mes filles, quand elles voient ça, elles zappent, elles scrollent parce que c'est pas très intéressant. Il y a soit un côté expérientiel, soit de toute façon, elles vont chercher autre chose sur Insta. Donc, je pense qu'il faut simplement réfléchir à qu'est-ce que vont vouloir... ce que veut le public aujourd'hui. Hein. Je pense le marché, il est en décalage avec les besoins. Mais ça va vite. Il y a un shift de consommation, en tout cas, d'audiovisuel. On voit bien... je crois que j'étais tombé sur des statistiques qui montraient que la moyenne d'âge d'un spectateur à la télévision, c'était au-delà de 60 ans, il me semble, la moyenne. Hein. Parce que effectivement, ce qu'on appelle les eyeballs, l'attention des jeunes, elle est clairement sur les plateformes sociales, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. Et justement, ces plateformes doivent réussir aussi dans leur mutation à servir toute une jeunesse, pas qu'avec du contenu qui aujourd'hui est pas très ciblé, quoi. Voilà, pas très ciblé ou parfois provoquant ou parfois il y a une petite régulation qui, j'espère, arrivera un jour sur ces plateformes-là. Après, tu vois, ce qui est cool, le Oasis là, c'est un gros succès, ça marche vachement bien. Moi, je pense que ça peut pousser aussi les marques à réfléchir différemment. Faire un partenariat avec One Piece, là, ils savent qu'ils vont taper un public hyper précis qui, en plus, je pense qu'ils aiment bien ce qui est sucré. Et dès qu'ils y vont, j'ai la sensation qu'on risque de faire des choses beaucoup plus ciblées
ciblé par rapport au public. Et donc voilà. Et d'un autre côté, si on réfléchit bien, peut-être qu'avec l'IA qui nous permettra probablement de produire un peu plus vite, fabriquer un peu plus vite, on va pouvoir multiplier les canaux. Aujourd'hui, on fait un film d'anime, je sais pas, on va dire que, pas un long métrage, mais une pub, on a peut-être 20-25 personnes dessus. Tout à fait, à plein temps, pendant quelques mois, quoi. Ça me fait chier, mais je pense qu'il faut quand même le dire, c'est qu'on peut-être ça va réduire. Ouais. Voilà, peut-être que ça va se réduire de moitié. Après, ça engage tout un problème sociétal derrière. Qui est réplicable sur n'importe quelle industrie, en mais quelque ça, sorte. Pareil, ouais, c'est ça. Partout. On rentre dans un monde où il va falloir vraiment réfléchir à c'est quoi la place de l'humain. Exactement. Et peut-être qu'il va y avoir aussi un recentrage sur des choses beaucoup plus artisanales, beaucoup plus expérientielles que le travail. Le problème, c'est que le travail, il a un rôle social. Et là, aujourd'hui, on ne le voit pas autrement dans la société. C'est-à-dire que si tu sors le travail des humains, je pense qu'il y a de la dépression qui va arriver. Bien sûr. Il y a de la consommation de drogue. En fait, ça peut complètement déstructurer la société. Donc, je pense que, bon, là-dessus, je n'en reviens pas. On peut pas faire les Cassandres. Non, mais je ne comprends pas pourquoi le système politique ne se projette pas là-dessus, parce que c'est franchement un truc sociétal qui va être tellement fort que, mais il faut tout de suite s'y mettre, les gars, quoi. C'est du délire, en fait, qu'on soit en train de parler des retraites à 67 ans. Je m'en fous de cette question-là. Sauf que c'est évident que c'est plus une question. Et il y aura moins de boulot. Ouais. Donc voilà, et dans notre secteur de l'animation, on va être confronté à ça. Donc comment on fait ? Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien travailler avec les écoles. Et je pense qu'il faut pas que les écoles considèrent que c'est le drapeau rouge, ce truc. C'est au contraire. Là, il devrait y avoir un shift des écoles à une vitesse. Dès septembre, commencer à former peut-être les 4e années qui vont arriver sur le marché du travail. Outils nouveaux, sur les outils d'IA. Parce que, au contraire, aujourd'hui, on est encore sur la générative va te faire un fond ou je sais pas quoi. Mais on a besoin quand même, par exemple, d'objets 3D. Et donc, il y a besoin de cette connaissance. Donc, moi, j'aimerais bien. Je me suis dit, je vais essayer d'aller dans toutes les écoles. Il faut avoir cette connaissance hybride, en fait. Mais exactement, c'est l'hybridation. T'as exactement raison. C'est l'hybridation du métier, quoi. Du métier. Ouais. On va être dans ça. D'ailleurs, l'IA, concrètement, chez nous, c'est créer des outils pour aider, pas pour remplacer des talents. Et on travaille avec un partenaire extérieur pour tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une prime à la jeunesse, en fait, sur ça ? Parce que finalement, eux naissent avec le natif IA, quoi. Mais oui, mais alors attends. C'est ce que tu me dis. Non, mais c'est faux, en fait, en réalité, parce que il y a beaucoup de seniors qui se sont mis à l'IA et qui sont beaucoup plus adeptes. Je vais te dire mon cas, parce que là, c'est du délire. Moi, dans ma boîte, sans déconner, la moyenne d'âge, ça va être 28, 29. Ouais. Peut-être 30 maintenant, je sais pas. En fait, il y a que moi qui m'intéresse à ça au départ, quoi. Et je suis le vieux, je suis le plus vieux de la boîte. C'est du délire. Et je leur dis, tu vois, on a un département pitch où ils sont tous hyper jeunes et tout. En fait, je pense qu'il y a un certain désabus de ce truc-là. Même mes filles, elles sont... Bon, elles ChatGPT pour l'école, à la limite. Mais sinon, c'est pas trop l'intérêt. C'est marrant, c'est fou. Parce que je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul. Toi, t'es passé d'infographiste à producteur, à réal, etc. Donc, tu as vraiment créer des choses à la sueur de ton front, avec des heures et des heures devant un ordinateur, une tablette, etc. Eux n'ont pas forcément eu cette expérience-là. Donc, ils ne voient pas l'avantage d'utiliser des IA pour aider, accompagner à la création de quelque chose. Mais par exemple, je vais te dire un truc de fou, parce que moi je programme maintenant, je suis pas programmeur, mais je programme. Là, grâce à l'IA, je suis devenu un gros programmeur. Génial. J'ai fait tout un logiciel, là, je suis en train de développer tout un logiciel pour la boîte et tout, c'est vraiment un truc de malade. Oui, parce qu'avec tu peux avoir de l'aide par le code. C'est un truc de fou en code, mais c'est flippant d'ailleurs, ça aussi, hein. J'ai discuté avec c'est pareil pour les codeurs en fait, les codeurs, ils sont en danger aussi, quoi. Là tu vois, j'ai montré, parce que là j'ai fait un code qui était crade, mais par contre j'ai fait tout le truc, quoi, il marche bien le truc. Je lui ai dit, écoute, tu reprends ça et maintenant faut que tu me le refactorises pour pouvoir gérer avec des apps et tout. Et le mec il me dit, putain, c'est déjà hyper impressionnant ce que t'as fait, et je ne connais pas une ligne de code de Python. C'est marrant, hein. Et j'ai fait ça. Et donc là, pour la petite histoire, on était sur un truc où il fallait récupérer plein d'images sur Insta. Et ils m'envoient tous les liens. Et je dis, putain, mais les gars, c'est la galère là, attendez, hop, je demande, je vais scraper tous les trucs, hop, j'ai fait un script. En gros, un truc qui devait prendre 1 heure de taf, on l'a fait en 5 minutes. Ouais. Et là, Julie, ma productrice, elle me fait, oh putain, même si c'est complètement dingue. Oui. Mais je dis, mais il faut vraiment prendre ces outils, parce que le temps qu'on consacre, moi, le temps qu'on économise à ces trucs-là, on est meilleur en créatif. Moi, je pousse tout le monde à dire ça. Au storytelling, à tout ça. Et à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire et tout, au lieu de prendre des temps. Et c'est quoi le sens qu'on veut donner dedans, etc. Moi, je pense aussi que moi, je suis persuadé. Ce shift est important, quoi. De consacrer le temps qu'on gagne ailleurs sur
clairement, c'est quoi le message qu'on veut diffuser, comment on va raconter ça, etc. Ouais. Et ce qui est vraiment très humain, enfin. Voilà, et chercher des talents. Tu vois, en fait, nous, notre boulot, c'est d'aller chercher des talents. C'est pas d'aller se taper, enregistrer des images Insta pour faire un dossier. Si, c'est important parce qu'on a besoin du dossier. Mais si on peut le faire en 5 minutes alors qu'il nous faut 1 heure, bah, c'est 55 minutes d'économiser pour aller chercher quelque chose d'autre qui est plus cool. Voilà, parce que ça, c'est pas cool de faire enregistrer sous, quoi. Et voilà, donc j'essaye de leur montrer. Et là, je leur ai montré les trucs là. Et ça crée un peu un engouement. Et là, maintenant, je pense que ça montre tous ces trucs là où on faut pas passer du temps à ça. L'IA, elle est faite pour ça aujourd'hui. Elle n'est pas trop faite pour l'artistique encore. Merci de livrer ton expérience, parce que c'est important de se dire, non, c'est pas que dans les mains de la jeunesse, en fait. Non, c'est ça mais il faut qu'ils l'embrassent, parce que je pense qu'il faut la tweaker, quoi. Je sais pas comment dire, faut le prendre en charge, ce truc. Faut essayer de le... Dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a des œuvres dont tu es particulièrement fier, ou en tout cas d'avoir participé à, que ce soit une publicité, un documentaire, un film Non, oui, moi je sais que une des choses dont je suis le plus fier, c'est marrant, hein, c'est le clip qu'on a fait pour Variation sur Marilou, après la mort de Bachung. Parce que Bachung, il avait enregistré tout l'album Variation sur Marilou, et il devait faire des concerts. Je crois qu'il en a fait qu'un avant de mourir. Et la boîte, l'éditeur de musique nous appelle et dit on aimerait bien faire un clip, un petit tribute à Gainsbourg et Bachung, et on a fait un truc qui était 7 minutes de clip, super compliqué de l'animer et tout. Et là on a trouvé une idée géniale, c'est qu'on a pris plein d'animateurs et on leur a demandé la direction artistique, c'était Maxime Brunel, donc il faisait plein de planches avec sa DA, et puis les animateurs ils les prenaient et puis ils faisaient des cycles, et à leur manière, quoi. À leur manière, des trucs un peu c'était de la discussion mais hyper créative, et après on avait un monteur, il récupérait les trucs et il les montait au fur et à mesure dans la musique et tout, et je te jure que c'est une pièce pour moi unique, quoi. Et puis elle me procure énormement d'émotions. Le titre est superbe, mais en plus Gainsbourg, je suis fan. Bachung, je suis fan. Bachung qui réinterprète Gainsbourg, c'est un honneur. Et en plus, on fait un clip par-dessus. Non, mais là, moi, j'avais tous les voyants verts. C'est top. Et ça, c'était un moment d'épiphanie. Super fier, J'ai une chance infinie de faire ce métier. Moi, le matin, quand je me pars au taf, je dis putain, mais c'est un truc de fou. C'est un métier qui est cool, quoi. Tout ce que je fais dans la boîte, c'est pas de la merde. Moi, je veux qu'on mette toujours un craft, toujours un niveau et tout. Et je pense qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas envie que ce soit diffusé. Si, il y en a eu 1 ou 2 projets, mais sur une carrière de 23 forcément, ans, ça va. Ils appellent ça des merguez dans le milieu. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Il y a 1 an, on me dit putain, les merguez. C'est pas les casseroles, c'est les merguez. Les merguez et tout, j'avais l'air d'un con. Et donc on peut appeler ça une merguez, mais en fait, nous, un truc de fou, c'est quand t'as plein d'artistes et plein de créateurs qui, des fois, on a un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Bertolome, il a dessiné 6500 post-it. Le film s'appelle Guerla. Un bijou d'animation, c'est traditionnel post-it sur des post-it grands comme ça, et on a fait un film sur la condition paysanne. Moi je comprends pas pourquoi il a pas été trop sélectionné en festival. On a eu surtout les festivals étrangers, pas Annecy, tout ça, franchement, moi personnellement je comprends pas, mais bon, ça je vois pas. Pour moi c'est un des plus beaux bijoux d'animation française depuis des lustres, et donc 5 ans. JB a passé 5 ans de vie à dessiner sur des post-it. Tu vois ça, t'as une énergie créative de fou, et ça se ressent en fait au final, une authenticité. Après on allait sur un banc titre, on a tout scanné, mais c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment. Et puis en plus sur un sujet qui est profondément, tu vois, c'est tout le problème de la condition paysanne, avec un paysan qui perd sa ferme parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il a ses animaux, il est très attaché à ses animaux sont vendus dans une foire. Sujet qui est toujours d'actualité. Mais qui est complètement d'actualité. Et tu vois, le mec, quand il est venu avec cette idée, on a fait non mais on y va, quoi. Tu voulais défendre le message, quoi. On avait envie d'accompagner JB là-dessus, quoi. Et ça, par exemple, j'en tirais une fierté vraiment forte. Et ce que je trouve bien, c'est que encore une fois, on a des fois c'est fou, t'as plein d'artistes qui bossent, tu sens une espèce de poussée créative, et ça, mais c'est trippant, quoi. Moi je rentre là-dedans, je suis là, T'aimes être au contact des créatifs, quoi. Ouais, moi j'aime bien ça, parce que putain, on a une chance de fou, quoi. Et puis en fait, moi je trouve la France, moi je suis assez fier de ce pays, même très très fier de ce pays. Je suis assez fier de tout ce qu'on développe. Je trouve qu'artistiquement on a un niveau de malade. Clairement, on est envié à travers le monde. À mon sens, je trouve qu'on est, je vais pas dire les meilleurs, mais on a vraiment un beau niveau. Un bon niveau, et on a tellement de potentiel que d'avoir une boîte qui est capable de faire germer tous ces potentiels, c'est tout simplement jouissif. Longue vie à Eddie, malgré finalement ce qu'on est en train de vivre dans l'animation, et finalement on est quand même au bas de
au bas de la vague, mais Ouais, c'est tendu, ça revient toujours et c'est aussi grâce à des profils comme toi qui réfléchissent à comment on peut avancer malgré ou avec ces opportunités. Bah ouais, donc je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Non, mais c'est très cool de partager cette vision. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à toi-même quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Oh là 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 là, putain, la question piège. Parce que, non mais je te jure que, en plus, j'étais pas fini hein, pour être... Moi, il m'a fallu une psychanalyse de 15 ans pour m'en sortir. Il m'a fallu encore du travail thérapeutique et tout. À 20 ans, j'étais pas sûr de moi. En fait, ce que j'ai simplement fait, et je pense que s'il y a un conseil à dire, c'est que j'ai lu très rapidement Castaneda et Jodorowsky, qui sont des auteurs qui m'ont vachement changé ma perception des choses. Okay. Jodorowsky, un poète incroyable qu'on connaît avec l'Incal et tout, il part du Chili et il fait des actes. Au Chili, il faisait des actes magiques, c'est-à-dire qu'il décidait d'aller toujours tout droit, quoi qu'il arrive. Donc il enjambait, il montait par les arbres, il redescendait, il montait les... Un sorte de Forrest Gump, quoi. Ouais, voilà, c'était une idée de l'acte poétique. Qu'est-ce que c'est l'acte poétique? Tiens, on décide d'aller tout droit aujourd'hui. Okay. Et on va toujours tout droit. Okay. Et voilà. Et quel que soit l'obstacle, on essaye de le franchir. Et il part du Chili pour aller en France. Il est sur le bateau. Il prend ses papiers et il les jette à la mer. Et il se dit, bah voilà, on y va. Et moi, j'ai toujours... Un gros joueur, hein. Oui, mais après, je pense que si tu regardes plus fondamentalement, philosophie, quoi. Moi, je crois vachement à la déformation de la réalité. Je crois vachement que les éléments qui nous entourent, je pense que moi, si je suis arrivé à là, si vraiment j'allais dans le détail de ma vie pour m'amener ici, il y a toujours eu... j'ai pris les opportunités, j'ai déformé la réalité pour aller à cet endroit-là. Je n'étais pas déterminé. C'est ça qui est un peu bizarre. Je pense pas que j'ai jamais dit je serai boss de boîte. Ma boîte, comme je te dis, je l'ai créée par accident. Mais vraiment, parce que j'étais viré d'un appartement, j'ai monté la boîte. Si j'étais pas viré, je pense qu'on aurait continué en tant que graphiste. Mais par contre, j'ai réuni les éléments pour faire... naître les choses à chaque fois. J'ai jamais été contre de ça. J'ai toujours accompagné ce mouvement. La danse de la réalité de Jodorowsky. Ouais, ça ressemble à pas ça. Moi, j'adore ce gars. C'est un mec qui m'a hyper inspiré. Et Carlos Castaneda, il est hyper inspirant aussi, où il a étudié tout un livre. Moi, c'est pas sur l'usage des plantes et tout. L'ayahuasca, c'est vraiment plutôt le rite initiatique pour arriver à la connaissance. Et moi, le préféré que j'ai, c'est le voyage à Ixtlan, qui n'a rien à voir avec la prise de drogue, mais qui est plus à une quête de sens. Je m'ouvre un peu, mais j'ai fait une thérapie, une psychanalyse, et j'ai essayé de chercher ce qui se passait en moi pour essayer de sortir un peu l'être que je t'ai dit qui n'était pas tellement fini à 20 ans. Quoi. Et voilà. Et donc, j'ai fait un peu tout ça pour pouvoir Et voilà, donc tout ça, c'est arrivé... Qui maintenant en fait une force finalement. Je pense. Parce que je me sens déjà mieux dans ma tête. Et puis j'ai moins peur en fait. J'ai pas très peur maintenant. Voilà. Bon, mais super. Voilà. En tout cas, merci de partager tout ça. C'est très inspirant et ça fait plaisir de voir que, en fait, tu as une nature très communicante. Et tu as toujours eu cette curiosité qui a amené que Eddy ait été dit aujourd'hui. Avec mon associé, Nicolas Rossambo. Tout à fait. Parce qu'il est pour énormément. Et puis franchement, hâte de voir ce qui va sortir. Ouais. Et puis il y a aussi un autre truc, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a les talents qu'on a fait et les gens qui nous ont entourés. En fait, il faut savoir que c'est un collectif. C'est un collectif. Moi, je pense que j'amène une onde, j'amène une énergie, mais si j'avais pas le collectif autour, je serais rien. C'est vraiment ça aussi qu'il faut toujours préciser, parce que c'est vraiment... Je le prends un tout petit peu en aparté, mais oui, j'incarne un peu la boîte, j'en parle, etc. Mais ça toujours, moi, tu vois, c'est Jérôme, mon co-réel de l'époque, on l'a fait à deux. C'est vraiment quelque chose d'assez collectif. Moi, en tant qu'individu, je n'en serais pas ici, quoi. Je ne serais pas de parler. Voilà, tout seul là, c'est pas possible. C'est ça que je veux préciser. C'est une superbe dédicace à tous ces gens qui ont bossé avec toi, qui continuent à bosser avec toi. Oui, et puis je les aime profondément, vraiment. C'est cool. Le message est passé. Voilà, c'est ça. Merci infiniment d'être venu sur Anima Show. Merci Sabri et à bientôt. À bientôt. Ouais.